Très bien, les gars. Bon mardi. Vous savez, à l'époque où Kanye West a écrit la phrase de rap « Les médecins disent que je suis le plus malade parce que je souffre d'authenticité », il était vraiment en avance sur son temps. Je veux dire, l'idée de souffrir pour rester authentique n'avait même jamais été entendue à l'époque. Maintenant, cette maladie semble devenir courante et Melania Trump en a attrapé les symptômes car elle est dans la démarche la plus authentique qui soit. Et je parle bien sûr du fait de refuser de s'asseoir avec la fausse Dr. Jill Biden, ce qui est pourtant la coutume, pour ses propres raisons. Je vais vous expliquer cela dans un instant. De plus, le président Trump provoque déjà toutes sortes de réactions cliniques alors qu'il expose son programme. Il dit qu'il va abolir le ministère de l'Éducation. Et il y a des gens qui pleurent à ce sujet et je pense qu'il prouve, sans le vouloir, que ce ministère devrait effectivement être aboli. Mais d'abord, avez-vous entendu parler du mouvement ultra-féministe pour B en réponse à l'élection de Donald Trump? Je suis tellement contente que des gens m'aient identifié à ce sujet et m'aient fait découvrir ce mouvement TikTok. C'est plus grand que TikTok, ça dure en fait depuis presque une décennie. Il faut absolument qu'on en parle. Tout cela et bien plus encore à venir dans Candice. D'accord, je vais vous montrer un vrai titre d'article. Vous jure, je n'invente rien. Ceci a réellement été publié dans JB News. Regardez ça, c'est juste complètement fou. Des femmes libérales à travers l'Amérique ont juré de ne plus jamais avoir de relations sexuelles avec des hommes en représailles à la victoire de Donald Trump. J'ai dit quoi? Ensuite, ma sœur m'a envoyé un message. Elle, tu as entendu parler du 4B? On parle de 4B. Je me dis, de quoi parle-t-on? OK, laissez-moi vous expliquer plus lentement au cas où ce serait la première fois que vous en entendez parler. Apparemment, en Corée du Sud, un mouvement féministe radical a émergé dans les années 2010 en réaction à ce que les femmes sud-coréennes percevaient comme oui, vous l'avez deviné, une culture patriarcale et misogyne. Donc, leur mouvement a vraiment pris de l'ampleur en 2016 après le meurtre très médiatisé d'une femme tuée par un homme. Et bien qu'il ait effectivement été reconnu coupable de meurtre, les femmes en Corée du Sud étaient toujours mécontentes que l'homme n'ait pas aussi été accusé de crimes haineux. Donc, en gros, je comprends qu'il va aller en prison et qu'il est évidemment inculpé, mais je veux que vous disiez qu'il a fait ça parce qu'elle était une femme. Ne me lancez pas sur le sujet des crimes haineux. Tout cela est vraiment stupide. Je n'ai jamais entendu parler d'un crime d'amour. Mais oui, donc elles se sont énervées à ce sujet et ce qui est devenu connu sous le nom de mouvement 4B a décollé. Parce qu'évidemment, cela n'aurait pu arriver, ce refus de qualifier l'acte de crime haineux, que parce que le patriarcat existe. Donc oui, le mouvement réactionnaire connu sous le nom de 4B. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. 4B veut dire 4 non, parce que le BB signifie non en coréen, et cela fait référence à 4 restrictions auto-imposées que les femmes sont censées s'imposer à elles-mêmes. Premièrement, ne pas sortir avec des hommes. Deuxièmement, ne pas avoir de relations sexuelles avec des hommes. Troisièmement, ne pas se marier avec des hommes. Et quatrièmement, ne pas avoir d'enfants. On pourrait penser que la 4e règle serait un peu redondante si l'on n'a aucune relation sexuelle avec des hommes. Mais personne n'a jamais accusé ces femmes d'être des génies, naturellement. Bien sûr, cela a maintenant été récupéré par les électrices de gauche en colère à travers l'Amérique, qui sont très mécontentes des résultats des élections. Donc je vais simplement vous montrer cela parce que ça prend de l'ampleur. C'est une tendance de gauche en ce moment sur Internet. Vous devez en être conscient ici. N'est-ce pas là un exemple de femme pas si géniale? Écoutez plutôt. Ce n'est pas que mon contenu touche beaucoup d'hommes parce que j'ai un QI de 130, mais je veux que les hommes de ce pays sachent que la moitié de la population féminine, on est sèche. On va probablement rester sèche. Je suis aussi sèche qu'un désert, bébé, et je ne veux pas que ça change. Ouais, on ne va plus vous aimer. Vous comprenez ça? Peu importe si vous supprimez l'avortement, on aura encore moins envie d'avoir vos bébés. C'est bien ça? Même si vous supprimez la contraception, les femmes sont vraiment douées pour la chasteté parce que, en fait, vous représentez une menace pour nous. Donc, on a beaucoup moins à gagner avec vous. Alors oui, 4B jusqu'au bout. Gagnons de l'argent. J'imagine que c'est tout ce qu'on peut faire maintenant. D'abord, j'adore qu'elle dise qu'elle repousse les hommes parce qu'elle a un QI de 130. Ce n'est pas comme si c'était le QI le plus élevé du monde, c'est juste légèrement au-dessus de la moyenne. Et ensuite, elle se lance dans cette diatribe du genre « OK, tu n'auras plus droit à ça ».
J'adore toujours quand les gens font semblant d'être opprimés sur TikTok, vivant dans cette société soi-disant oppressive. Je vais faire cette vidéo TikTok et la poster au monde entier parce que je suis tellement opprimée. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça devient encore plus fou que ça. Voici une femme qui encourage d'autres femmes à rejoindre ce mouvement et à s'y préparer, comme si on se préparait à une urgence, en faisant des réserves de jouets sexuels. Je ne plaisante pas. Écoutez plutôt. Mesdames, je ne dis pas ça pour plaisanter, mais peu importe si vous êtes une fille rose, une fille baguette ou une fille tentacule de monstre extraterrestre, faites des réserves dès maintenant pour vos moments de faiblesse, parce que je vous promets qu'aucun homme vivant ne vaut la peine de vous retrouver coincé avec lui. Aucun. Nous retirons le cocher de la table pour une durée indéterminée. Je vais juste supplier tout le monde d'arrêter de dire Kushihi, s'il vous plaît. Ça me bouleverse profondément, mais désolé les gars, vous l'avez entendu. La sienne n'est plus disponible. Je sais qu'il y a des gars qui regardent et qui se disent non. Et les sourcils fins sont démodés depuis très longtemps, mais voilà les vidéos qu'elles font. Elles font savoir aux hommes que vous n'aurez pas ça. Peu importe qui vous êtes, vous n'y toucherez plus parce que Trump est au pouvoir. Et maintenant, les gars, vous pouvez souffrir. Et voici une autre femme qui semble totalement stable et normale, disant à peu près la même chose. Écoutez bien. Aux hommes d'Amérique. Merci beaucoup, car vous avez désormais officiellement éloigné de vous toute femme qui doutait d'elle-même pour la pousser dans mes bras. Et maintenant, je suis 100% lesbienne. Je n'étais pas sûre avant, mais maintenant j'en suis certaine. Donc si tu es un homme, ne me regarde pas, ne me touche pas, ne me parle pas, ne respire même pas près de moi. D'accord? D'accord. Je suis content, qu'on ait clarifié ça. Pour moi, ça fait un peu scène de Mean Girls. Je me dis, est-ce qu'elle va même dans ce lycée? Elle a des hommes américains. J'ai l'impression qu'elle ne va même pas ici, peu importe. Elle rejoint le mouvement car elle est énervée, même si elle ne risque aucune conséquence si Trump est élu président des États-Unis. Elle est énervée, donc elle est hors jeu. Encore une fois, je suis vraiment désolée, les gars. Et ce n'est pas le seul aspect de ce mouvement, car comme je l'ai dit, c'est un mouvement féministe radical, et personne ne fait mieux le radicalisme que les féministes. Ils disent aussi que dans le cadre de ce mouvement, on demande aux femmes de se débeautifier et elles ont décidé que la meilleure façon de le faire pour vraiment envoyer un message aux hommes, c'est de se raser la tête. Regardez ça. Et au cas où vous écouteriez ceci en audio, nous montrons simplement ici un montage de femmes, juste une compilation de femmes qui se rasent la tête. Certaines d'entre elles pleurent. Je ne sais pas pourquoi. Cette femme a l'air d'avoir été... Je ne sais pas. Une personne porte une capuche noire, se rase la tête et se couvre le visage comme si elle était une victime. Cette femme semble plutôt zen pendant que quelqu'un lui rase complètement la tête. Cette femme sourit. Elle se sent valorisée par cela. Une autre femme sourit chez le coiffeur. Elle se sent valorisée. Et cette femme danse comme une extraterrestre dans sa chambre, l'air heureuse et ravie alors qu'elle met du rouge à lèvres avec sa nouvelle tête chauve. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'il y a eu une multitude de réactions à cela sur Internet, mais quelle a été la réponse à laquelle ils ne s'attendaient probablement pas? Beaucoup de femmes qui traversent un traitement contre le cancer, une chimiothérapie, et qui doivent se raser la tête pour de vraies raisons. Et c'est un moment très, très difficile pour elles. C'est un moment très émouvant pour elles. Font des vidéos en disant que vous envoyez le message au monde que les femmes chauves ne méritent pas d'être aimées, ne méritent pas d'être mises en valeur et ne sont pas belles. Donc ça s'est un peu retourné contre eux. Mais je voulais juste vous montrer que ce sont tous les éléments. Alors que devons-nous penser des mouvements 4B? Sommes-nous censés ridiculiser ces femmes ou choisir la compassion? C'est un peu la grande question à laquelle les gens sont confrontés à la suite des résultats des élections. Comment devons-nous réagir face à ces êtres humains? Sont-ils même des êtres humains? C'est la question que je me pose. Et il y a des gens comme Vivek Ramaswamy que j'adore, que je trouve absolument brillant. Et lui, immédiatement après les résultats des élections, est intervenu en disant « Les gars, c'est vraiment le moment pour nous de faire preuve de compassion, de prendre de la hauteur. » Russell Brand, que j'adore aussi, a adopté une perspective similaire, ou du moins une perspective voisine, dans son émission. En réalité, il se contente aussi de poser la question « Comment réagissons-nous face à tant de personnes qui semblent souffrir d'une sorte de crise psychologique à la suite de ces résultats électoraux ?» Écoutez Russell Brand. Je ne dis pas que ces personnes, ces individus, devraient être ridiculisés ou condamnés. Je sais que beaucoup d'entre vous vont vraiment aimer ça. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui les fait se sentir ainsi? De la même manière qu'on peut nous inciter à boire du Coca-Cola alors que ce n'est pas vraiment bon pour nous. Et moi, je laisse mes enfants en boire.
Quel type de conditionnement, de persuasion, de propagande a amené les gens à penser que ce qui va arriver est si important et tellement contraire à leurs intérêts que cela justifie un tel degré d'émotion? J'ai fini. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi, ta mère et ta sœur. J'en ai juste fini avec tout cela, vraiment. C'est donc incroyable que ce soit Russell Brand, parce qu'à l'époque où il était bien plus à gauche, j'ai toujours su qu'il allait se rapprocher du centre ou de la droite, parce qu'on passait vraiment de bons moments. Il invitait des voix conservatrices dans son podcast Under the Skin. Je suis allée à son émission, on a eu un super échange, quelqu'un de droite face à quelqu'un de gauche. On riait, on avait cette même discussion sur la question de savoir si les gens devaient être compatissants ou non. À ce moment-là, Russell Brand était du côté de ceux qui pensent que les gens devraient être compatissants. J'ai dit non, nous ne devrions pas être compatissants. Et je veux être très clair. En regardant ce mouvement 4B, en regardant ces personnes qui font des crises, en regardant « je suis fini, je suis fini, je suis fini, je suis fini », je choisis de ne pas être compatissante. D'accord? Je pense que ces personnes devraient être ridiculisées. Et je crois que ces personnes devraient être condamnées. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la compassion est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. C'est ce que personne ne veut vous dire, d'accord? Tout le monde veut être gentil, faire des câlins. Voilà le problème. Il y a tout un tas de gens. Je le vois quand je vais sur les campus universitaires et qu'ils viennent vers moi en m'implorant pour leur oppression. Imaginez acheter des billets pour un événement de Candace Owens sur le campus, n'est-ce pas? Il y a plein de gens qui veulent y aller comme Ben. Mais tu t'assures d'être le premier dans la file pour voler un de ces billets. Tu attends alors dans une file qui fait le tour du campus pour te trouver une place, afin de pouvoir attendre jusqu'à la toute fin pour poser une question à Candace et dire « Je me sens opprimé par ta présence ici », la présence à laquelle tu choisis de participer. Ce sont les personnes les plus incroyablement privilégiées au monde. Et elles sont privilégiées parce que nous leur accordons trop de compassion. Nous leur disons que chaque sentiment qu'elles éprouvent est légitime. Ce n'est pas le cas. Tous les sentiments que tu ressens ne sont pas légitimes. Je dois me remettre en question, remettre mes sœurs en question. C'est tout l'intérêt de dire la vérité. Cela permet de dire aux gens « Non, en fait, tu dois apprendre à réguler tes émotions. Je n'ai pas besoin de les valider, c'est à toi de les réguler. » Et d'une certaine manière, au cours des 15 dernières années, tout a complètement changé. Et nous avons simplement dit aux gens que chaque sentiment et émotion qu'ils ressentent est légitime. J'ai eu cette discussion avec Dave Smith. C'était hors caméra. Nous étions juste en train de conduire quelque part après qu'il ait parlé de mon podcast et il m'a dit qu'il était si important pour les hommes de s'appeler les uns les autres par le mot « P ». Je ne le dis tout simplement pas, même si c'est un peu un mot de chat. P, chat. Et il a dit, en grandissant, qu'il était très important pour les hommes de dire cela. Arrête d'être un petit P-word. Arrête d'être un petit P-word. Et il a dit que la raison, c'est que cela indique aux autres hommes que ce comportement que tu as n'est pas acceptable. Ça les pousse à être des hommes. Ça leur dit, en gros, tu dois être plus fort, tu dois être plus affirmé. Et ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de s'insulter, de se traiter de gay ou peu importe, parce que ça leur montre que la tribu n'acceptera pas ce genre de comportement. Et j'y crois vraiment. Et c'est de la même manière que quand je m'occupe de mes enfants, je ne leur dis pas que chaque sentiment qu'ils ont est valable. Le week-end dernier, enfin, il y a une semaine, on a ce truc dans le Tennessee. Mon petit garçon de 3 ans avait une peur bleue des coccinelles. Des coccinelles. Alors, vous pourriez penser ça d'ailleurs. Je devrais remettre ça en perspective pour qu'il ait l'air un peu plus courageux qu'il ne l'est. Ce n'est pas parce que les coccinelles ne sont pas comme quand on vit dans le Connecticut. Dans le Tennessee, on a une saison où elles envahissent tout. Une invasion, c'est pratiquement une infestation. Dès qu'il commence à faire froid, il n'y a plus rien de mignon ou d'innocent. Quand il y en a soudainement 3000 autour de votre maison, il n'y a plus rien. Un essaim de quoi que ce soit, c'est mauvais car il y en a. Mon fils de 3 ans était contrarié et disait « Je n'aime pas les coccinelles ». Et je lui ai dit « Arrête, tu n'as pas le droit d'avoir peur des coccinelles ». C'est la façon la plus simple ou la plus gentille de dire à un enfant de 3 ans « Sois courageux ». J'ai dit « Ta sœur n'a pas peur des coccinelles. Tu n'as pas le droit d'avoir peur des coccinelles. » Et cette semaine, il n'a plus peur des coccinelles. Et soudain, on ramasse des coccinelles. Nous devons comprendre que la culture que nous avons encouragée ces 15 dernières années ne fonctionne pas. D'accord? Ces enfants sont privilégiés. On ne leur a jamais dit non. Ils se plaignent, ils sont capricieux. Alors oui, condamnez-les, ridiculisez-les parce que leurs parents les ont laissés tomber. Et c'est tout ce que je veux dire sur ce sujet avant que nous ne parlions de Melania Trump. Danse Trump, danse. Mais d'abord, je vais vous parler de Goldco, parce que l'or est utilisé comme réserve de valeur depuis des milliers d'années. Il est connu comme une valeur refuge, un actif
en période d'incertitude. Et il n'a cessé de battre record sur record. Cette année, de nombreux économistes prédisent qu'il pourrait grimper encore plus haut. En ce moment, des milliers d'Américains se tournent vers les métaux précieux comme l'or et l'argent pour diversifier leur épargne. Même les banques centrales du monde entier font des réserves d'or. Il est temps que vous en appreniez davantage sur ce que les métaux précieux peuvent faire pour vous. En ce moment, la société de métaux précieux la mieux notée est Gold Company et elle propose un kit gratuit d'or et d'argent pour vous donner toutes les informations sur la façon dont l'or pourrait potentiellement protéger votre retraite. Alors, rendez-vous sur candicelikeold.com pour obtenir gratuitement votre exemplaire du kit or et argent 2025. De plus, vous pourriez recevoir jusqu'à 10% de bonus instantané en argent pour les comptes éligibles. Encore une fois, c'est candicelikesgold.com où vous pouvez appeler le 855-222-GOLD dès aujourd'hui. Très bien, écoutez, Melania Trump, laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai rencontré tout le monde dans l'administration Trump. Je peux vous dire qui sont les oui, qui sont les non, et cette femme est un oui. D'accord, j'ai pu regarder les résultats des élections de mi-mandat avec elle. C'était le plus près que j'ai jamais été de Trump et j'ai eu une conversation avec elle. Elle est brillante. Elle parle genre 9 langues, mais elle ne donne rien, vraiment rien. Et donc, ils écrivent toutes ces histoires à son sujet. Je pense qu'elle est comme une arme secrète à la Maison-Blanche. Vraiment. J'espère qu'elle sera toujours celle qui murmure à l'oreille de Trump, parce qu'elle a un très bon instinct pour juger les gens et elle évite ceux en qui elle n'a pas confiance. Toutes les femmes sont comme ça, d'ailleurs. Nous avons un très bon instinct pour juger les gens. Et elle veille toujours sur son mari, et on ressent quelque chose chez elle. Je pense que la meilleure façon de la décrire, c'est qu'elle est très d'Europe de l'Est. C'est comme si elle avait juste ça en elle. Elle est juste cool d'une certaine manière. Elle est vraiment très cool, très réservée, très classe, et elle ne va pas venir vers vous en mode « Oh, salut !» Genre « Je t'adore, tu es génial ». Ça n'arrivera pas. Elle n'a pas de fausseté en elle. Elle souffre d'authenticité simplement parce qu'elle est tellement vraie. La presse la déteste. Elle doit en souffrir, ouais. Donc j'ai juste adoré ça. C'est absolument incroyable. Et ça en dit vraiment long sur sa personnalité. Donc il y a cette coutume, au cas où vous ne le sauriez pas, selon laquelle le président élu est censé venir s'asseoir avec le président en exercice dans le bureau ovale, et au même moment, la première dame est censée recevoir celle qui va devenir première dame. Elles sont censées prendre le thé et faire une petite photo kitsch, et c'est genre « Oh, on s'adore !» Même si, évidemment, elles ne s'aiment pas du tout. Surtout dans une situation comme aujourd'hui, Melania Trump a refusé l'invitation au thé. Elle a dit « Non, merci, je ne prendrai pas le thé avec vous ». Et j'adore ça parce que quelqu'un de son entourage s'est exprimé dans le New York Post et voici exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont simplement dit « Elle n'ira pas ». Elle n'ira pas. Une source proche de Melania Trump l'a confié au Post. Et j'adore ça parce que pourquoi devrait-elle y aller? Et voici les raisons qu'elle a évoquées. Elle a expliqué que c'était à cause de son mari, c'est-à-dire le mari de Jill Biden, Joe Biden. Joe Biden lui-même a autorisé ce qu'il avait le droit de faire en tant que président. Il a autorisé le FBI à perquisitionner Mar-a-Lago, à fouiller sa maison, à fouiner dans son tiroir à sous-vêtements et à les humilier. Les humilier simplement parce qu'il voulait coincer Trump. Elle vit là-bas. Son fils vit là-bas. Elle a vu son fils devoir... Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, le FBI fait une descente. Un ancien président et une ancienne première dame doivent être perquisitionnés. Je veux dire, c'est complètement absurde. Donc, c'est toi qui as fait ça. Tu as fouiné dans son tiroir à sous-vêtements. La citation que la personne a donnée au New York Post est, je cite, « Le mari de Jill Biden a autorisé le FBI à fouiller dans son tiroir à sous-vêtements. Les Biden sont dégoûtants. » D'accord? Jill Biden n'est pas quelqu'un que Melania a besoin de rencontrer. La source a ajouté « Je veux dire, où est la musique de gangster? » Sérieusement, elle est tout simplement incroyable pour ça, parce que c'est ce que n'importe quelle femme ressentirait après avoir vu ce qu'il a permis à son ministère de la Justice de leur faire subir au cours des 4 dernières années. Tout d'abord, vous avez volé l'élection, 2020. Alors tu as pris sa maison. Elle vivait à la Maison-Blanche. Tu as pris ça alors que tu n'étais pas censé être là. Alors, il a dû sortir et gagner 3 fois pour le récupérer. Il a dû sortir et gagner 3 fois pour pouvoir les ramener chez eux à la Maison-Blanche. Ensuite, parce que tu es amer, tu autorises le ministère de la Justice à essentiellement les harceler. Et partout d'ailleurs, je veux dire Letitia James à New York, ils ont subi un harcèlement incessant pendant les 4 années suivantes, espérant les réduire au silence et les forcer à se soumettre, essayant d'empêcher Trump de se représenter parce qu'il savait, bien sûr, qu'il n'avait pas vraiment gagné en 2020, alors il voulait l'empêcher de se présenter en 2024. C'est ça. Si tu n'as pas pu le battre la première fois, qu'est-ce qui te fait croire la seconde? Et que Melania dise « Tu quoi? Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est vraiment génial. »
Et au-delà de ça, une autre raison évoquée par certaines sources, c'est qu'ils disent que Melania était très méfiante lorsque Jill Biden l'a appelée après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Apparemment, Joe Biden a appelé Melania et elle a dit qu'elle était vraiment désolée à ce sujet. Mais avant cela, elle était à l'antenne, traitait Trump de démon, de menteur, et faisait un signalement subtil aux psychopathes qu'ils peuvent s'en prendre à son mari. Ce que je déteste, c'est quand la presse ne prend pas la responsabilité de ses propos. Tu vois, ils montent là-haut et ils disent « Oh, il est diabolique ». C'est littéralement Hitler. S'il entre à la Maison-Blanche, alors tout sera perdu. Il va nous voler notre avenir. C'est un meurtrier, il est vindicatif, c'est un violeur. Et puis quelqu'un se dit « Ok, je pense que je vais devenir un héros si je tue cette personne qui est littéralement Hitler ». Et tout à coup, la presse s'exclame « Oh non !» Jill Biden peut dire « Oh non, je sais que j'ai dit que votre mari était mauvais et un dictateur il y a 2 jours, mais nous n'aurions jamais voulu que Matthew Crooks lui tire dessus. » Comme si. Peu importe. Au revoir. Sors de ma vue. Merci, Melania Trump. Je pense juste que c'est un geste vraiment G, tu vois ce que je veux dire. Elle n'est tout simplement pas quelqu'un qui va faire semblant. Et donc, Melania Trump, nous vous le donnons tout simplement. Honnêtement, elle remporte tous les prix aujourd'hui, ok. Alors, de quoi d'autre la gauche est-elle en train de complètement paniquer? Eh bien, Donald Trump a annoncé son intention d'abolir le département de l'éducation. C'est quelque chose que je réclame depuis que je suis entrée dans la sphère publique. Je l'ai dit dans mon livre, j'ai toute une section dans Blackout sur le département de l'éducation et à quel point il a été un échec total. Voici Trump qui dit qu'il va le fermer. Écoutez ça. Et une autre chose que je ferai très tôt dans l'administration, c'est de fermer le département de l'éducation à Washington, D.C. et de renvoyer tout ce qui concerne l'éducation et les besoins éducatifs aux États. Nous voulons qu'ils gèrent l'éducation de nos enfants parce qu'ils feront un bien meilleur travail. On ne peut pas faire pire. Nous dépensons 3 fois plus d'argent par élève que n'importe quel autre pays et pourtant, nous sommes absolument en bas du classement. Nous faisons partie des pires, donc on ne peut pas faire pire. Nous allons mettre fin à l'éducation qui vient de Washington, D.C. Nous allons fermer tout ça, tous ces bâtiments partout. Et il y a des gens qui, dans bien des cas, détestent nos enfants et nous allons tout renvoyer aux États. Merci beaucoup. Oui, je ne pense pas que le département de l'éducation devrait recevoir 60 milliards de dollars chaque année, étant donné les résultats de l'éducation qu'ils imposent aux élèves. Mais il y a bien sûr certaines personnes qui essaient déjà d'alerter les autres pour qu'ils aient peur. Et l'une de ces personnes est Bakari Sellers. Je l'ai d'ailleurs déjà affronté lors d'un débat il y a très, très longtemps. Je pense qu'à la différence de MSNBC, il est cet avocat et commentateur politique et il a aussi siégé à la Chambre des représentants de Caroline du Sud de 2006 à 2014. Regardez son tweet ici. En réponse à cela, il écrit « Trump vient de dire qu'il va éliminer le département de l'éducation. Il ne vous a pas expliqué comment, ni ce qu'il adviendra des financements nécessaires pour vos enfants qui dépendent de ce département. Il va juste mettre des cadenas sur les portes. C'est pour ça que vous avez voté pour ces 4 prochaines années. » Oh, oui. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai voté. Donc, j'ai répondu ça sur Twitter. J'ai dit « Oui, c'est exactement pour ça que j'ai voté. » Le département de l'éducation est un échec total depuis sa création en 1970. Je voulais dire 1979. Il rend systématiquement les élèves plus ignorants à chaque génération. Vous le savez probablement, puisque vous vous adressez actuellement à des personnes moyennement intelligentes qui vont à tort supposer que l'abolition de l'éducation fédéralisée signifie la fin de l'accès à l'école. Soit cela, soit vous-même croyez à tort que c'est le cas et vous démontrez sans le vouloir pourquoi cela devrait être aboli. Donc il y a ce phénomène étrange où les gens n'apprennent rien à l'école. Ça devient juste un grand présent. Et évidemment, cela se transforme en petits centres d'endoctrinement, des centres d'endoctrinement marxistes. Et c'était bien l'objectif. Car les personnes qui ont instauré et promu l'éducation fédéralisée étaient littéralement des communistes venant d'Allemagne et de Russie à l'époque, et ils voulaient simplement mettre en place de la propagande soviétique. Il existe cette croyance erronée, et je tiens vraiment à vous corriger si vous faites partie de ces personnes qui pensent cela, selon laquelle nous devenons de plus en plus intelligents, peut-être parce que nous avons un smartphone en main et que nous nous disons « Oh, nous devons devenir de plus en plus intelligents à chaque génération ». En réalité, si l'on regarde les indicateurs, nous devenons de plus en plus stupides. Il n'existe donc aucune statistique que quelqu'un pourrait vous présenter pour prouver que le département de l'éducation a été un succès, parce que ce n'est tout simplement pas le cas.
Et tout le monde le sait. Même la NAACP a déposé une plainte auprès du département de l'Éducation des États-Unis concernant les niveaux d'alphabétisation. Parce qu'à chaque génération, de moins en moins d'élèves savent même lire. Ils n'apprennent même pas à lire à cause d'une volonté délibérée. D'ailleurs, je veux vous parler du département de l'Éducation car c'était leur objectif. Leur but était de nous ramener lentement à l'état d'esclaves. Qu'est-ce que les esclaves n'avaient pas le droit de faire? Apprendre à lire. Alors imaginez à quel point c'est brillant, à quel point c'est machiavélique si vous dites non, 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 tout le monde a le droit d'apprendre à lire. Nous allons tous vous mettre dans ce département sous l'égide du département de l'éducation. Nous allons fédéraliser l'éducation. Et ensuite, vous ne leur apprenez rien. Vous faites des choses bizarres, comme quand les enfants apprennent les maths. Comment s'appelle ce nouveau programme de maths? L'un d'entre vous, parlez-moi dans mon domaine. Noyau commun. C'est ça? Ouais. Les mathématiques du tronc commun. Et vous regardez un enfant qui ne peut pas, comme s'il y avait 22 étapes à suivre pour résoudre quelque chose qu'il devrait pouvoir résoudre simplement dans sa tête. Il s'agit en fait de rendre les enfants de plus en plus bêtes jusqu'à ce qu'ils redeviennent des esclaves dans une plantation gouvernementale. Mais quoi qu'il en soit, regardez ce clip car c'est la NAACP qui admet même que plus personne ne sait lire. Écoutez. La NAACP a déposé une plainte auprès du département de l'Éducation des États-Unis concernant ce qu'ils appellent une crise de l'alphabétisation. Le groupe affirme que les élèves de toute la région, et en particulier les enfants noirs, prennent du retard en lecture. Les données récentes de 2022 montrent que Saint-Louis se situe à plus de 3 niveaux scolaires en dessous de la moyenne nationale de lecture chez les élèves et que des métropoles de taille similaire à Saint-Louis obtiennent de meilleurs résultats. Nous avons également constaté que le niveau d'alphabétisation des enfants, en particulier ceux des quartiers centraux ou des zones à forte pauvreté, est très bas. Il existe un lien direct entre la criminalité et l'alphabétisation. Le département de l'Éducation servira de médiateur entre la NAACP et les districts locaux. Mais en attendant, la NAACP demande au public de soutenir les programmes de lecture existants et d'aider à créer de nouvelles initiatives pour aider les enfants à lire dans la métropole. Voici quelques statistiques mises à jour. Prêt? Ceci provient de l'Évaluation nationale des progrès éducatifs. On dirait encore des choses pour lesquelles nos impôts sont dépensés alors qu'on n'en a pas besoin. 84% des élèves noirs n'ont pas de compétences suffisantes en mathématiques. 85% des élèves noirs n'ont pas de compétences suffisantes en lecture. En Californie, 90% des élèves ne savent ni bien lire ni bien faire des mathématiques. À New York, les chiffres sont de 85% et 82%. Dans l'Illinois, c'est 86% et 85%. Au Texas, les chiffres sont de 84% et 89%. Le Maryland affiche 86% en mathématiques et 80% en lecture. En Caroline du Sud, 90% et 87%. Je veux dire, c'est un échec total, mais en réalité, je dirais même que c'est un succès parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils ne veulent pas que les gens soient intelligents. Ils veulent qu'ils soient des imbéciles émotifs. Ils veulent qu'ils se comportent comme des tout-petits faisant des crises de colère. Et je veux vous montrer ceci. Je sais que je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je voulais vraiment vous le lire aujourd'hui. Alors, donc ils ont réussi. Ils vous disent que pour être instruit, il faut aller à l'université, il faut être intelligent. Et comme je l'ai dit, il suffit de revenir en arrière et de lire les écrits des gens d'avant le département de l'éducation, avant même qu'il n'y ait d'école standardisée. D'accord? Ceci est une lettre de la guerre de sécession écrite par un jeune de 17 ans. Un jeune de 17 ans, d'accord? Il s'appelait Langdon L. Rump et il écrivait cette lettre à son père. Il écrit ceci, « Mon cher père, la vôtre du 5. Est bien arrivé hier. Et j'ai été heureux d'apprendre que tout allait bien et sans encombre à la maison. J'ai aussi reçu une lettre de tante M par Malil D. le second. Tous, sauf grand-mère, dit-elle, vont bien, nous nous en sortons mieux qu'au début. Nous avons plus et de meilleure nourriture, ce qui importe aux soldats. Aujourd'hui, j'ai pris un SAE sur une petite barque, me suis approché du vapeur américain Wyandotte à environ 150 yards de Pickens, puis suis sorti dans le golfe à environ 5 miles, là où les autres navires américains jettent l'ancre. Le Brooklyn, le St. Louis et le Sabine sont bien plus grands que le Wyandotte et ce dernier porte des canons de 6,64 livres. Quand nous revenions, le vent a commencé à se lever et les vagues vertes à déferler. La barque a failli prendre l'eau 2 ou 3 fois. J'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Aucun combat n'est redouté pour l'instant et tout le monde semble très satisfait. Cependant, nous devons travailler chaque jour sur nos batteries de sable. Le dimanche n'est pas une exception. Je veux dire, bon sang, c'est un jeune de 17 ans.
Un jeune de 17 ans pendant la guerre de sécession écrivant cette lettre à son père. Si vous demandiez à des jeunes de 17 ans à travers tous les États-Unis d'écrire une lettre à leur père, pensez-vous que cela ressemblerait à ça? C'est ma question pour vous. Et la réponse évidente est non. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de croire que parce que nous devenons plus avancés technologiquement, nous devenons aussi plus intellectuels. Parce que ce n'est pas le cas. Nous devenons vraiment très bêtes. Je veux dire, nous sommes stupides. Les gars, je vous le dis, quand on regarde tout ce qui se passe, on se dit « Waouh, quelle manœuvre machiavélique de créer un ministère de l'Éducation. » L'appeler quelque chose qu'il n'est explicitement pas. En réalité, c'est un ministère de la non-éducation. Que des sentiments, aucun fait, aucune connaissance. Et ensuite, ils envoient les élites dans d'autres écoles pour qu'elles apprennent afin qu'elles puissent simplement, vous savez, passer le relais. Et ils savent que ces élites seront celles qui dirigeront le monde pendant que le reste d'entre nous sera asservi par elles. Mais ne me laissez pas m'égarer. Laissez-moi m'égarer. Laissez-moi plutôt vous parler d'American Financing avant de vous montrer cet extrait remarquable de Joe Rhee. D'accord, la Fed a baissé les taux d'intérêt, alors vous devez appeler mes amis d'American Financing aujourd'hui. C'est le moment idéal pour consolider vos dettes et réduire vos dépenses mensuelles. Beaucoup d'entre nous ont dû utiliser des cartes de crédit à cause des prix ridicules à l'épicerie, de l'électricité et même de la garde d'enfants. Cette dette peut devenir coûteuse avec des taux de carte de crédit élevés. Mais avec la baisse des taux hypothécaires, c'est le moment d'effacer cette dette. American Financing aide des propriétaires comme vous à économiser en moyenne plus de $100 par mois. Ils finalisent même certains dossiers en seulement 10 jours. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires. Il n'y a pas de frais initiaux. Pour savoir combien vous pouvez économiser, appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou vous pouvez simplement visiter americanfinancing.net Owens. D'accord. En fait, je veux mentionner honorablement avant d'arriver à l'incroyable, toujours incroyable. Et par toujours incroyable, je veux dire un parfait idiot. Joie Reid, je tiens à souligner que le mouvement Stomp Pompeo a été un succès. Donc si vous avez suivi cela, bien sûr, nous avons tous réussi à faire passer Trump sur la ligne d'arrivée. On s'inquiète maintenant de la composition de son cabinet et de la question de savoir s'il s'agira ou non de néoconservateurs, des gens qui vont évidemment servir l'État profond, la CIA, et qui vont nous entraîner dans une nouvelle guerre. Il est très évident que la guerre est au menu. Ils nous servent quelques amuse-bouches en accusant l'Iran de tout et n'importe quoi, comme ils l'ont fait avec la Russie, et ils veulent une guerre avec l'Iran très rapidement. Donc, il est très important de prêter attention à qui il va nommer comme secrétaire à la Défense, comme secrétaire d'État. Ce sont des choix cruciaux. D'une manière ou d'une autre, le nom de Pompeo a commencé à circuler. C'est fou! Maintenant, au cas où vous ne sauriez pas pourquoi Pompeo est bel et bien un psychopathe et fait partie de l'État profond, on ne peut pas dire et promettre qu'on va assécher le marais si l'on choisit une créature du marais comme Pompeo. Voici Tucker Carlson chez Joe Rogan, rappelant au monde ce à quoi Mike Pompeo a exactement participé. Écoutez bien. J'ai parlé à quelqu'un qui avait vu les documents il y a 2 ans, et j'ai compris que cela concernait J1 d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, la CIA était impliquée, et par CIA, la CIA est une organisation immense. Mais James Jesus Angleton, le chef de la direction des opérations, en avait connaissance, ce qui, je pense, est bien connu. Mais c'est l'avis de quelqu'un qui a vu les documents. Donc j'ai pensé que c'était une information importante. Alors je suis passé à la télévision et j'ai dit cela le lendemain, je ne l'oublierai jamais, je suis allé à la chasse à la caille et sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de l'avocat de Mike Pompeo. Mike Pompeo était le secrétaire d'État, mais avant cela, il était le directeur de la CIA. À ce poste, il a planifié l'assassinat de Julian Assange. Donc, pour moi, c'est un criminel. Mais son avocat m'a appelé et m'a dit « Vous devez savoir que toute personne qui vous révèle le contenu de documents classifiés commet un crime. » Il me menace. Il est dans ma voiture. Je n'oublierai jamais, avec mon chien assis à côté. Je n'oublierai jamais cela. Et j'ai dit « Est-ce que vous êtes vraiment en train de dire que révéler que le gouvernement américain a joué un rôle dans l'assassinat d'un président démocratiquement élu, dire cela à voix haute, c'est ça le crime ? Et le vrai crime, qui est d'assassiner un président, qu'en est-il ? Donc tu couvres ça, Mike. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il n'a eu aucune réponse. Et donc, c'est Mike Pompeo qui a poussé Trump à garder ses documents secrets. Et donc, ce qui me paraît fou, ce n'est pas seulement que Pompeo ait fait ça. Je pense que Pompeo est une personne vraiment sinistre et un criminel. C'est ce que je pense. Je pense cela parce que les faits suggèrent qu'il a été pris sur le fait. Yahoo News, Micah Isikoff a écrit un long article à ce sujet. Il y a plusieurs années, ses employés sont allés voir Mike Isikoff et lui ont dit «
Et Mike Pompeo complotait pour assassiner Julian Assange, qui n'a même jamais été inculpé d'un crime aux États-Unis. En tant que directeur de la CIA, c'est illégal. Ce n'est pas autorisé. Les employés fédéraux n'ont pas le droit de simplement tuer des gens qu'ils n'aiment pas. D'accord, juste pour poser les bases ici, voilà qui est Mike Pompeo. Mais il a quand même réussi à intimider Trump pour qu'il ne publie pas cela. Bon, d'accord, tout ça c'est grave, non? Je pense que c'est un comportement criminel. Ce qui est fou, c'est la façon dont Mike Pompeo est traité. Il est traité comme un républicain respectable, en bonne position. Il s'attend pleinement à devenir le secrétaire à la défense dans une administration Trump, ce qui est complètement insensé. Pourquoi confierait-on des armes nucléaires à un criminel? Voilà, c'est mon avis. Je pense que c'est une opinion de bon sens. Et il va à des collectes de fonds et des dîners, et tout le monde est là. Salut, Mike Pompeo. Mais non, tu es le gars qui a gardé secrètes des informations que le public a le droit de connaître. Tu es le gars qui a comploté le meurtre de quelqu'un qui n'a commis aucun crime. C'est toi le hors-la-loi. C'est toi le méchant. Mais non, il est traité comme, tu sais, un pilier de Washington républicain. Je trouve que c'est hallucinant de voir ça. C'est vraiment hallucinant à regarder. Je veux dire, levez la main si vous pensez que la CIA est un groupe de tueurs en série qui peuvent s'en sortir parce qu'ils se sont maintenant constitués en agence gouvernementale. Je lève la main. Je lève la main. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris. On parle d'un groupe de tueurs en série psychopathes impliqués dans les pires crimes, non seulement chez eux, mais aussi à l'étranger. Et ils sont infestés. Je veux dire, ils infestent littéralement Washington, D.C. C'est une véritable infestation là-bas. Et ils ont utilisé leur tendance psychopathe pour manipuler beaucoup de gens, pour faire chanter beaucoup de personnes afin de les soumettre. Ce que Tucker dit est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant qu'il ait même été sur la liste restreinte. Et c'est ce que nous comprenons de la part de la presse. Peut-être que c'est incorrect, mais son nom avait circulé et il y avait des gens, notamment des néoconservateurs, qui disaient qu'il allait certainement occuper ce poste, qu'il allait devenir secrétaire à la défense ou secrétaire d'État. Et puis Trump est sorti et a dit que ce n'était pas vrai. Et il y a évidemment eu une célébration comme une petite victoire, mais ensuite, on se demande qui il va mettre à sa place dans ce qui est, je suppose, ce siège vacant. Dave Smith a tweeté ceci à propos du succès du mouvement Stomp Pompeo et je pense qu'il a vraiment visé juste. Il a écrit « Le mouvement pour stopper Pompeo est excellent, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Nous devons exercer une pression maximale pour empêcher tous les néoconservateurs et faucons de guerre d'entrer dans l'administration Trump. Ils ont eu leur place à la table et n'ont apporté que des désastres au monde et à ce pays. L'Amérique d'abord. Au diable la machine de guerre. Je suis totalement d'accord avec ça. Et maintenant, il est allégué qu'il pense à nouveau à Marco Rubio. La question se pose. Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas choisir quelqu'un qui a une perspective isolationniste? Pourquoi ne choisit-il pas quelqu'un comme Thomas Massie? Si nous voulons vraiment mener la charge et affirmer que nous sommes l'Amérique d'abord, nous devrions avoir des personnes dont nous savons qu'elles sont des isolationnistes convaincus, des partisans de l'Amérique d'abord. Et je crois que des gens comme Thomas Massie devraient occuper tous ces postes. Il y a donc une certaine inquiétude ici quant à savoir si la campagne de Trump a été infiltrée ou non. Parce que des personnes qui sont des néoconservateurs et détestent Trump disent qu'ils ont réussi à infiltrer les cercles privés. J'en ai entendu parler par leurs assistants qui se vantent un peu, se donnent des high-fives et disent essentiellement qu'ils vont être responsables du choix des membres du cabinet grâce à la personne qui a l'oreille de Trump. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je vous le ferai savoir quand je le découvrirai. Je serai le tout premier à les dénoncer. Et je suis sur le coup. Très bien, les gars, je voulais justement faire un suivi la semaine dernière. On essayait un peu de comprendre comment il se fait que la campagne de Kamala Harris ait accumulé 20 millions de dollars de dettes. Et j'ai un peu posé la question, est-ce qu'elle a payé toutes ces célébrités pour venir la soutenir? Mais maintenant, je dois vous montrer ce clip parce qu'il est tout simplement hilarant. Joy Reid, c'est vraiment une espèce à part de stupidité. C'est vraiment le cas, vraiment. C'est incroyable. C'est fascinant. J'espère qu'elle restera toujours à l'antenne parce qu'elle affirme avec un certain culot que Kamala a mené une campagne sans faute et qu'elle en a la preuve. Elle a la preuve que c'était sans faute. Écoutez bien. Et je pense qu'il est important de dire que, vous savez, toute personne qui a vécu ou séjourné aux États-Unis pendant un certain temps et qui connaît l'histoire de ce pays sait qu'il était impossible de croire qu'il serait facile d'élire une femme présidente, encore moins une femme de couleur. Soyons clairs. Et rien de ce qui était vrai hier à propos de la façon impeccable dont cette campagne a été menée n'a changé aujourd'hui. Je veux dire, c'était vraiment une campagne historique menée de façon irréprochable. Elle avait Queen Latifah, qui n'endosse jamais personne.
Elle est sortie et a soutenu, vous voyez, je veux dire, elle avait toutes les voix de célébrités les plus en vue. Elle avait les fans de Taylor Swift, elle avait les Swifties, elle avait la Beehive. Franchement, on n'aurait pas pu mener une meilleure campagne en si peu de temps. Et je pense que c'est toujours vrai. Sérieusement, les gars, regardez autour de vous. Je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu ne pas gagner? Elle avait tellement de milliardaires qui se manifestaient en disant genre, il faut absolument voter pour elle. Et elle avait les Swifties. Taylor Swift s'est engagée, Beyoncé est venue et l'a honorée de sa présence. Elle avait Oprah. Sérieusement, comment a-t-elle pu perdre? Je suis tellement perdue. C'est juste incroyable. Je veux dire, c'est vraiment incroyable de voir ça. Et d'ailleurs, pour faire suite, c'est le cas. Nous étions en train d'essayer de comprendre comment la campagne s'était terminée. 20 millions de dollars de dettes après avoir perdu l'élection. Et il s'avère qu'ils avaient dépensé plus d'1 milliard de dollars en 90 jours. Et d'après les rapports, ils cherchent à savoir à quoi elle a dépensé tout cet argent. Kamala Harris a dépensé 6 chiffres pour construire le décor de l'apparition de Kamala dans le podcast Call Her Daddy avec Alex Cooper. Vous vous souvenez, le podcast où elle parle constamment de sexe. Et Kamala a choisi de faire ça. Personne ne sait pourquoi. Évidemment, elle a compris que son public, c'était de parler de l'avortement. Et en effet, elles ont parlé d'avortement. Eh bien, regardez ce décor, mesdames et messieurs. Montrons-leur encore une fois ce décor à 100 000 $ qu'elle a fait construire. Pourquoi? Pourquoi? D'abord et avant tout, si vous deviez faire ça, ne vous attendriez-vous pas à ce qu'Alex paye la facture? Qu'elle allait payer la facture? Non, non. Kamala et eux ont dit « Non, nous allons construire un décor spécial pour cela et faire en sorte que cela ressemble à un salon chaleureux. » Ils ont fait ça. Un autre poste important a été de dépenser 15 millions de dollars pour la production d'événements en vue de la performance de célébrités, comme le rassemblement de la veille des élections avec Katy Perry, Lady Gaga et Ricky Martin. Il est probable qu'ils aient été payés grâce à ça. Et elle a aussi payé 1 million de dollars à Harper Productions, qui appartient à Oprah Winfrey, parce que Oprah a organisé une assemblée publique avec Kamala Harris. 1 million de dollars. Je veux être Oprah. Est-ce que quelqu'un peut me payer 1 million de dollars pour une recommandation? Allez, donnez-moi juste 1 million de dollars pour une recommandation. Je me dis, c'est fou, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et ça n'a même pas marché. C'est ça le plus dingue, rien n'a marché. À la grande surprise et stupéfaction de Joy Reid, qui est vraiment un tel génie, ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Je me demande combien Taylor Swift a touché. Qui sait? Personne ne sait pour ce poste. J'imagine qu'elle aurait pu demander des dizaines de millions de dollars pour ça. Mesdames et messieurs, ils sont incapables de se voir eux-mêmes. Ils vivent vraiment sur une autre planète que nous, ou alors j'ai hâte. J'ai toujours hâte de lire tous vos commentaires. Je voulais d'abord vous donner une mise à jour concernant l'Australie. Donc, vous savez que mon visa a été refusé par un seul homme, Tony Burke. Nous faisons appel de cette décision. Si vous avez acheté un billet pour nos spectacles en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser. Nous avons déjà confirmé toutes les nouvelles dates de la tournée et nous allons la faire au premier trimestre de l'année prochaine. Il vous suffit donc de visiter les sites web et vous verrez les nouvelles dates de la tournée. Et nous allons toujours dans exactement les mêmes endroits. Donc, si vous pouvez vous adapter à ces nouvelles dates, vous n'avez pas besoin de rendre vos billets. Je suis optimiste quant à nos chances en appel. Je suis optimiste d'abord et avant tout parce que Trump est maintenant président et que les pays qui interdisent des gens pour des raisons de liberté d'expression, je ne pense pas que cela va passer. On peut voir que sa réélection a en quelque sorte envoyé un message fort au reste du monde. Et je me sens aussi confiant parce que cela semble avoir été un véritable électrochoc pour les Australiens. Je veux dire, ils ont vraiment réagi avec force. Quelqu'un a même lancé une cagnotte GiveSendGo qui a déjà récolté environ 20 000 $ pour nous aider à couvrir les frais d'appel, ce qui est absolument incroyable. Donc je tiens à vous remercier pour cela. Mais nous allons toujours venir en Nouvelle-Zélande et en Australie. Nous avons simplement reporté cette tournée au début de l'année prochaine afin de prendre le temps de déposer notre appel, ce que nous avons d'ailleurs déjà fait. Et nous attendons simplement d'obtenir une date officielle d'audience. Je vous tiendrai donc au courant ici. Très bien, vous devez désarriérer d'impôts. Les aides liées à la pandémie sont désormais terminées, tout comme l'embauche de milliers de nouveaux agents et inspecteurs. L'IRS a lancé 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de relance à ceux qui n'ont pas déposé leur déclaration de revenus ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas. Ils ne sont pas vos amis. Tax Network USA, spécialisé en allègement fiscal, a permis à ses clients d'économiser plus d'1 milliard de dollars en impôts et peut vous aider à obtenir le meilleur accord. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions,
Ils peuvent vous aider. Que ce soit pour des impôts professionnels ou personnels, ils peuvent vous aider. Même si vous avez les moyens de payer ou si vous êtes à revenu fixe, ils peuvent enfin vous aider à régler définitivement vos dettes fiscales. Alors, appelez le 1-809-58 000 pour une consultation privée et gratuite. Ou vous pouvez visiter tinusa.com Candace. Encore une fois, c'est tinusa.com Candace. Très bien, les amis, je suis tellement impatiente de lire vos commentaires. J'ai tellement de choses à dire. Je pourrais vraiment faire cette émission pendant 2 heures en ce moment, mais je vais garder d'autres sujets pour demain. Il y a encore d'autres sujets que je veux aborder. La femme aux cheveux bleu-violet qui s'est présentée à la porte de Nick Fuentes, apparemment, l'a aspergé de gaz poivré. J'ai des réflexions à ce sujet, mais je vais devoir attendre jusqu'à demain. Il y a tellement de sujets que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Voilà ce qui arrive quand on rate un lundi. Mais voyons ce que vous dites ici dans les commentaires. Julie May écrit « Juste au moment où tu penses que ça ne peut pas devenir plus absurde, ça devient encore plus absurde. » Concernant le mouvement 4B, oui, un autre nom pour cela est un mouvement d'extinction. Au fond, ça n'a pas vraiment d'importance si vous comptez simplement vous auto-éteindre. Le darwinisme existe, alors je les y invite. Mais je pense vraiment qu'il faut arrêter avec la compassion et commencer à dire aux gens que leur comportement n'est pas acceptable dans cette tribu de l'humanité. Votre comportement est animal. C'est étrange, c'est bizarre, et il n'y a pas de place pour vous ici. ADFU écrit que la compassion et le ridicule ne peuvent pas être utilisés contre les fous de gauche. Cela les encourage et les diabolise, ce qui les alimente. Ignorez-les ou ne tenez pas compte d'eux. Ces personnes se nourrissent de l'ego. Le traumatisme est utilisé comme un droit d'entrer dans la discorde. J'entends ça votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est en grande partie parce qu'il y a toujours quelqu'un pour leur dire que c'est acceptable et que nous sommes devenus trop effrayés, vraiment, tellement. Nous avons été tellement silencieux. Nous avons été la majorité silencieuse alors qu'ils nous assaillent avec tous ces nouveaux termes. Et je suis une sirène et je suis ceci. Et nous, on subit. En gros, on s'est fait intimider jusqu'au silence et maintenant, c'est comme si c'était nous les bizarres parce qu'on est trop normaux et je me dis qu'il faudrait qu'on recommence à leur rappeler ou alors on n'acceptera tout simplement pas ça. Et la compassion devrait être réservée à ceux qui la méritent vraiment, pas à des fous furieux qui veulent diriger notre société. Ashbash écrit « Les femmes prétendent être opprimées. L'Irak essaie d'abaisser l'âge du consentement à 9 ans. Vous n'êtes pas pareil, priez pour ces petites filles. » Oui, c'est un tel contraste ici où les femmes veulent juste se dire opprimées, je pense vraiment, parce que c'est facile. C'est très facile. Ça te permet en quelque sorte de te décharger de toute responsabilité personnelle dans ta vie, puis tu voyages en dehors des États-Unis ou de l'Occident et tu vois ce que vivent les autres et tu te dis, ça te fait un peu en vouloir aux femmes américaines. C'est vrai. Parfois, je ressens vraiment du ressentiment face aux privilèges incroyables que les gens ont, au point qu'ils peuvent te faire la queue, lever la main, et demander à être opprimé. C'est du n'importe quoi. Madame Suzy écrit « Peux-tu le mettre sur un T-shirt? Je n'ai pas besoin de valider tes sentiments. C'est à toi de les réguler. Oui, je devrais probablement mettre ça sur un T-shirt. C'est juste la réalité. Je ne suis pas là pour valider. Tu dois apprendre à réguler. » Scad écrit « Des pensées sur les femmes noires libérales qui ne soutiennent plus la Palestine après les élections parce que les Arabes et les musulmans n'ont pas voté pour Kamala. Tendance sur TikTok. » Je n'ai pas du tout vu ça. Donc, je vais devoir regarder ça avant de pouvoir te donner mon avis là-dessus. C'est très intéressant. Sarah écrit « Les femmes qui tombent dans le discours anti-homme sont les mêmes qui croiront à l'antéchrist. » Oui, je le crois. Je pense que tout cela fait partie du même ensemble, non? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être plus antithétique au Christ que d'être contre la famille? Honorer essentiellement le sacrifice d'enfants sous la forme d'avortement à 9 mois, c'est détester la famille, vouloir perturber l'unité familiale nucléaire, détester les hommes, détester la masculinité. Je veux dire, oui, ces personnes ont évidemment été possédées par une sorte de démon et on peut blâmer beaucoup de gens d'avoir contribué à la croissance de ce démon, mais au final, il faut que cela soit résolu. Beaucoup de ces femmes ont juste besoin d'un bon vieil exorcisme. Ils ont besoin d'un prêtre. Ivy écrit « Je vis en Angleterre. Ma fille de 11 ans m'a dit qu'à l'école, on apprenait des choses sur Hitler. Son professeur a dit qu'il était raciste, comme Trump. J'y vais demain pour me plaindre. Comment ose-t-il? Oui, Ivy. Oups. Je l'ai déjà dit, j'aimerais juste que quelqu'un à l'école dise quelque chose comme ça. J'aimerais être toi. Yves, j'ai hâte d'aller à l'école quand quelqu'un fera quelque chose comme ça à mes enfants. J'ai juste hâte d'enfiler un petit sac à dos et de marcher avec mon fils et ma fille en me disant « Je dois aller parler au directeur. » Tous les jours. Nous devons être les parents qui se lèvent contre ça et disent « ça suffit ». Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de professeurs complètement cinglés là-dehors.
Il y a de bons enseignants, mais il y a aussi des cinglés. Et ils vont être autorisés à enseigner à vos filles, à vos fils, à vous les arracher. Quand ils sont autorisés à donner leurs opinions politiques personnelles au lieu de simplement leur enseigner des matières académiques sérieuses, votre travail, c'est de leur apprendre les maths et les sciences, pas les sentiments. Anwar écrit à Candace, « S'il te plaît, fais un coucou à mon amie Monique d'Australie. Monique, bonjour Monique. Elle t'aime. Ayez également Scott Orden. C'est un bijou. Ouais, en fait, il est sur ma liste de personnes à rejoindre. J'ai une longue liste et il est sur la liste restreinte. Enfin, cette personne rédige une candidature. Comment se fait-il que vous ne soyez pas notre ambassadeur auprès des Nations Unies pour Israël? Ouais, j'ai tweeté ça. C'est tellement fou. C'est fou. Trump a annoncé, je pense que Mike Huckabee sera l'ambassadeur en Israël. Donc, il m'est passé au-dessus de la tête. Je pensais vraiment que j'étais sur la liste et honnêtement, je croyais que j'allais être choisie. Donc, apprendre cela a été profondément décevant. C'est très triste. Je pense juste que ça aurait vraiment été une belle place pour moi et évidemment, je pense que les gens auraient été très contents de me voir à ce poste, mais j'imagine que ce n'était pas prévu pour moi, les gars. Très bien. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de nous liker ici. Abonnez-vous. Merci beaucoup pour les 3 millions, au fait. C'était notre objectif personnel. Je l'ai un peu imposé à mon équipe. J'ai dit, les gars, il faut qu'on atteigne les 3 millions d'abonnés. Parce que c'était comme mon ancienne chaîne. Je venais juste de dépasser ce chiffre quand j'ai été virée du Daily Wire. J'étais là, non, je veux ma chaîne. Je veux récupérer ma chaîne. Mais ils en avaient légalement les droits. Alors j'en ai fait mon objectif personnel. Je me suis dit, atteignons les 3 millions d'abonnés et essayons de le faire en 6 mois, ce qui nous menait jusqu'au 12 janvier. Et finalement, on l'a fait en un peu moins de 5 mois. Et je vous aime tellement pour ça. Alors merci. À tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Rumble, notre audience y grandit. Sur Spotify, vous avez maintenu l'émission en tête des classements. Je suis juste obsédée par vous. Je suis obsédée par vous. Je vous aime tellement et je vous retrouve demain